Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Bonjour Vanessa, bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis très heureuse de t'accueillir. Merci Ambeline. Alors avant de te présenter, j'aimerais beaucoup que tu nous partages où est-ce que tu te situes en ce moment pour que les auditeurs puissent t'imaginer. Donc je suis dans la vallée du Gifre, en Haute-Savoie. C'est un endroit dans lequel j'habite par le choix du cœur, parce que j'adore cet endroit, cette vallée, ces montagnes. J'ai beaucoup d'histoires personnelles dans toutes ces montagnes. Et donc juste là, je suis dans mon salon bureau, parce qu'on a un petit appartement dans lequel on fait plein de choses au même endroit. Avec un laboratoire. Voilà. Juste derrière l'étagère, là, il y a la cuisine. Et devant moi, il y a la terrasse avec une pie dans l'herbe, là. Il y a une petite salade qui pousse que je vais mettre au potager dans quelques jours, mes tomates. Il y a les hirondelles qui chassent des petits moustiques. Voilà, le voisin qui passe, je sais pas, la tronçonneuse ou la débroussailleuse. Ok, ça s'entend pas. Moi, j'ai les cigales, ça s'entendra pas non plus dans le podcast. C'est vrai qu'on n'a pas tout l'environnement sonore de notre réalité dans le podcast. Ouais. Magnifique. Alors, pour que les auditeurs te connaissent mieux et puissent apprécier d'autant plus tout ce que tu vas partager dans cet épisode dans lequel on va parler d'argent. D'argent dans sa dimension aussi spirituelle, dans la notion de relation à l'argent, parce que nous avons une relation à l'argent qui est, comme vous avez déjà entendu dans le podcast, mais notre relation à toute autre chose, finalement. Donc c'est très riche et Vanessa va partager aussi sa propre expérience, son propre cheminement par rapport à tout ça et son éveil éco-spirituel. Mais qui est Vanessa Furcado ? Alors, Vanessa, tu es née en 1983 en Allemagne. Je ne dirai pas la ville pour ne pas... Tu peux dire Karlsruhe, c'est ça ? Karlsruhe. Karlsruhe, voilà. Tu es fille d'un ingénieur chimiste et d'une infirmière de bloc opératoire. Et donc, le salariat a été la seule option professionnelle qui t'avait été présentée pendant une grande partie de ta vie. La spiritualité ne faisait pas partie de ton paysage d'enfance, mais ton amour pour la vie était déjà là. Tu ne lisais que des livres de sciences naturelles, tu adorais aller aux zoos situés à quelques pâtés de maison de chez toi. Ta scolarité se déroule dans une école internationale au contact quotidien de langues et de cultures différentes de la tienne. Tu poursuis avec des études en sciences de la matière à Normal Sup Lyon, un master en recherche en sciences de l'environnement industriel et urbain à l'INSA de Lyon et un master spécialisé ingénierie et gestion de l'environnement à l'école des mines de Paris. Tu fais entre 2006 et 2011 plusieurs expériences salariées dans l'industrie aéronautique des institutions européennes et le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Entrecoupé de saisons en refuge de montagne, de voyages en Argentine, de missions naturalistes et de crises de sens au pluriel. En 2015, alors que tu vis une crise de sens, tu découvres le tantra grâce au livre L'éveil de la femme à la sexualité tantrique de Shakti Malan, que j'ai là aussi. Et donc, on se rend compte d'ailleurs qu'on a été en contact avec Shakti exactement la même année, ce qui est assez incroyable. Et
Voilà, qu'elle reçoive aussi nos meilleures pensées puisqu'elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, donc dans ta rencontre avec Shakti, que ton processus d'éveil éco-spirituel se déclenche. En 2017, tu as tout quitté. Une relation amoureuse de plus de 7 ans, une maison achetée en Haute-Savoie avec ton compagnon, ton travail d'administratrice nature, le cercle de femmes que tu avais créé et tes amis. Tu pars sans savoir où tu vas et cette errance durera 2 ans, au cours desquels tu continues de pratiquer le tantra et tu commences à explorer le chamanisme et la médiumnité. Fin 2018, tu t'engages dans la formation de coaching Sex, Love and Relationship d'inspiration tantrique Vita avec Laila Martin. C'est dans ce processus qu'est née la Voix de Gaïa, le nom de ton entreprise. Au début, tu n'avais que ces mots. Tu ne savais pas de quoi il était vraiment question, si ce n'est d'empuissancement ou d'empowerment de femmes. Tu as exploré et expérimenté tout en continuant à te former et en découvrant les réalités de l'entrepreneuriat en ligne. C'est en faisant et en expérimentant pendant plus de 4 ans et en continuant ton développement personnel que la clarté revient peu à peu. Au cours de tes explorations, tu découvres l'univers des sommets virtuels avec Jocelyne Mercado et tu crées en sa compagnie ton premier sommet en ligne en 2019. C'est à ce sommet que c'est celui-là auquel j'avais participé. Non, c'est celui d'après. Ouais, 2020. Ouais. Donc, c'est ce sommet qui lance ton entreprise et qui établit ta présence en ligne. Et tu es connue, effectivement, aujourd'hui comme quand même l'experte des sommets en ligne francophones. S'en sont suivies 3 années de croissance exponentielle avec un rythme effréné jusqu'au sommet de l'éco-spiritualité en juin 2022, suite auquel tu t'effondres intérieurement. Et il te faut plus d'1 an pour réaliser et accepter que tu avais fait un burn-out émotionnel. Durant ce temps de burn-out non conscientisé, tu écris ton premier livre, Gaïa, mon amour, qui est sorti aux éditions du Lot, tu sais, de l'éléphant au mois de mai, là. Tu poursuis avec la formation Facilitation de quête de vision de Kedar Brown. Et c'est au cours de ces 2 processus que tu as enfin pu rassembler la plupart des morceaux de ton propre puzzle existentiel. Avec le soutien de ta coach, Omblin Becker, n'est-ce pas? J'ai effectivement le grand bonheur et soutien un des moindres. Le grand bonheur est vraiment c'est vraiment une joie d'être à tes côtés et de te soutenir depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, ces derniers mois, effectivement, tu as laissé émerger la nouvelle itération de la Voix de Gaïa, ton entreprise, dont le parcours et le livre sont maintenant les fondations. Dont ton parcours à toi et le livre sont les fondations. Est-ce que tu as des choses à rajouter à tout ça? Non, comme ça, je pense quand même c'est assez complet. Enfin, à l'époque où j'ai écrit cette bio, j'étais assez fière de moi. Mais tu peux. Donc, là, pour le coup, j'ai rien changé. Et, évidemment, il y a beaucoup plus que ça, en fait, parce qu'on peut pas raconter une vie, une vie comme la mienne. J'imagine qu'on est sûrement nombreux à écouter ce podcast qui n'avont pas des vies très linéaires. Donc évidemment, il y a beaucoup plus que ça, mais je pense que ça reprend, on va dire, les grandes lignes, les lignes structurantes de mon parcours, qui éclairent aussi où j'en suis aujourd'hui et ce que je propose et d'où ça vient. Tout à fait. Puis ça montre aussi quelques-unes de tes facettes. Pas toutes, mais on n'a peut-être pas forcément besoin de montrer toutes tes facettes dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que ce que j'avais envie de créer avec toi comme conversation, en vérité, c'était la notion d'argent et le chemin de conscience autour de l'argent. Voilà, que tu as pu vivre. Je pourrais aussi, on est dans l'interaction, donc je pourrais aussi partager mon parcours aussi. Et voilà, donc, pour démarrer, en fait, j'aimerais, si tu veux, que les auditeurs identifient un petit peu les grandes étapes de conscience dans cette relation à l'argent, cette relation à l'abondance, comme on parle souvent, qui nous a aussi amené, en tout cas dans le milieu du coaching et de l'accompagnement et du développement personnel et spirituel, qui a amené à beaucoup de maltraitance, de dissonance, d'illusion. Et là, on rentre dans une période où il y a du tri qui est en train de se faire, il y a
une autre conscience qui est en train de se développer, où les personnes aussi reprennent peu à peu leur pouvoir personnel. Et donc, je voulais qu'on soutienne aussi ce changement de paradigme dans notre industrie, surtout, grâce à notre conversation. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous dire comme peut-être tes premières étapes de conscience par rapport à l'argent? Donc, on sait que tu étais au départ salarié, mais donc, tu vois, comment ça s'est passé pendant toutes tes crises de sens, pendant ta reconnexion à ta connexion à l'éco-spiritualité, etc. À quel moment tu prends conscience de ta relation à l'argent? En fait, donc pendant que j'étais... Pardon, peut-être déjà juste avant ça, je me suis toujours posé des questions sur l'argent. Depuis toujours, hein, depuis mes... Donc, j'ai jamais manqué d'argent dans ma vie. J'ai toujours eu... la vie m'a toujours envoyé beaucoup... Elle m'a toujours envoyé assez, ou voire plus qu'assez d'argent. Et donc, les premières questions que je me suis posées sur l'argent, c'est déjà petite, quand j'en recevais de l'argent de poche. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il faut de l'argent pour acheter des choses? Et pourquoi est-ce que tout passe par l'argent? Et voilà, mais bon, à cet âge-là, on accepte le monde qu'il est. Et parce que c'est, voilà, on n'est pas, c'est pas encore l'étape le moment de notre vie où on est vraiment outillé pour mettre en question le statu quo. Et donc voilà, donc je me suis quand même toujours demandé un petit peu, c'est bizarre, pourquoi tout doit passer par l'argent et pourquoi on doit tout acheter. Et aussi, je voyais aussi, avec ma sensibilité environnementale, je voyais les méfaits de l'argent depuis que j'ai 8 ans, que j'ai conscience de ce qui se passe sur la planète. Je vois les méfaits de l'argent. Je vois que il y a beaucoup de destruction environnementale, culturelle, des guerres qui sont faites au nom de l'argent. Et donc, il y a eu 2 événements, on va dire, peut-être marquants. Un premier événement, et je pense que ça va aussi, c'est assez significatif de ce que nous deux, après, on a travaillé dans l'accompagnement. Premier événement, c'est pendant que je travaillais pour la Commission européenne. Donc, j'étais très bien payée. Mais j'avais une situation professionnelle qui me tuait à feu d'eau. J'étais vraiment pas bien. Sur le papier, c'était un super poste. De l'intérieur et de l'intérieur de moi-même et la résonance que ça avait avec qui j'étais, où j'en étais à ce moment dans mon chemin, c'était vraiment très 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 difficile. Et donc ça a duré 2 ans et pendant ces 2 ans, en fait, si je suis vraiment honnête, je suis restée pour l'argent, quoi. Alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, ça hurlait et j'étais vraiment malheureuse et j'ai pas eu le courage de mettre fin, d'abréger ma souffrance. Parce qu'il y avait ces trucs de oui, mais tu gagnes beaucoup d'argent et ça te créera une sécurité matérielle pour la suite, etc., etc. C'était même pas tellement ça fera bien sur le CV. C'était vraiment voilà, ça te créera une sécurité matérielle pour l'avenir. Et donc je pense que ça, c'était déjà, c'est revenu plein de fois dans l'accompagnement. Donc c'est quelque chose qui était déjà là dans mon histoire. Et puis ensuite le deuxième. C'est intéressant parce que en fait j'ai écrit, tu vois, l'argent tue. Que ce soit la planète, le vivant, ou le vivant en toi. Bah oui, c'est ça. Totalement. Finalement, ce que je voyais faire à l'extérieur, moi, je l'ai fait sur moi-même. J'ai tué le vivant à l'intérieur de moi au nom de l'argent. Ouais. Parce que la croyance, c'était finalement tuer pour la sécurité. Ce qui est un non-sens quand on le dit comme ça. Oui, tuer pour la sécurité, c'est ça, tuer pour la sécurité. Tuer, il y a certaines choses qu'on peut tuer, parce que je suis pas morte quand même. Il y a certaines parties de nous qu'on peut tuer, les parties les plus sauvages, les forêts primaires. On peut les couper pour la sécurité. On coupe les forêts primaires d'Amazonie pour mettre du soja pour la soi-disant sécurité alimentaire, pour faire élever des bœufs et voilà, et pour la soi-disant sécurité alimentaire. Puis même les guerres, c'est le message qui est véhiculé, c'est faut tuer l'autre pour notre sécurité. Sécurité, ouais. Donc finalement, voilà, ça, je le porte aussi à l'intérieur de moi. Évidemment, tous, on porte en reflet à l'intérieur de nous le monde. Et le monde est le reflet de nous. Enfin, c'est. Et donc la deuxième chose, c'est que pendant que j'étais dans l'errance, là, j'ai rencontré, pendant que j'étais donc dans ces 2 années que j'appelle mes années d'errance, j'ai rencontré une ONG, enfin surtout la présidente d'une ONG. Donc ça se passait tout en ligne. Donc l'ONG Three Sisters. Avec donc Claire Dubois, et la fondatrice, qui maintenant n'est plus la gérante de. Donc elle a transmis l'ONG à d'autres.
Mais donc c'était le début, c'est quand l'ONG elle a vraiment pris de l'ampleur et commencé à être dans sa poussée de croissance. Et donc Claire, par ses partages et son engagement, elle m'a beaucoup inspirée. Et voilà, c'est une des personnes que j'ai pas citées dans ma bio, mais qui fait quand même vraiment partie de mon parcours. Et dans la ONG Three Sisters, il y a eu une grande discussion à un moment donné sur l'argent, sur pourquoi. Donc dans Three Sisters, il y avait beaucoup de contenu libre. Il y avait des méditations, il y avait des petits cours, il y avait des trucs. Et comment dire, l'accord, mais un peu tacite, il y avait, c'était que l'ONG donne tout ça et en échange, les gens faisaient des dons qui allaient après pour leur projet de reforestation. Et or, dans les gens qui consommaient toutes ces offres en accès libre, il y en avait qu'une très petite partie qui faisait des dons après. Et donc, il y a eu tout un gros débat dans Three Sisters sur comment ça se fait, et voilà, sur essayer de comprendre en fait les mécanismes de pourquoi les personnes elles consomment, mais après elles donnent rien en retour. Aujourd'hui, on prend. Voilà, on prend, mais on rend jamais. Donc ça, évidemment, c'est l'esprit de consommation. C'est ce en quoi on baigne et on est élevé au quotidien, et on le fait tous tout le temps, même moi. Évidemment, donc cette discussion avec Three Sisters, et après l'écriture de livres et tout le travail que j'ai fait petit à petit, en ce moment, j'essaye de me rééduquer, de me déséduquer en tant que consommatrice, ce qui n'est pas facile. Et dans la boîte Gaïa aussi, justement, j'essaie de le faire beaucoup, ce qui n'est pas facile non plus. Parce qu'évidemment, face à moi, il y a plein de gens de bonnes intentions, mais je crois que l'esprit de consommateur, c'est quelque chose d'engrangé tellement profond à l'intérieur de nous, on s'en rend même pas. On s'en rend même pas. Bah oui, parce qu'on est toujours dans ce paradigme que consommer, ça nous sécurise. Ouais. Parce qu'on est sécurisé par l'extérieur. Ouais. Tellement. Et donc c'est une de mes grandes dans mes visions pour la boîte Gaïa. Il y a vraiment celle d'un système économique différent. Donc c'est pas le business as usual. J'expérimente encore beaucoup avec les participations libres, les échelles de tarifs, le don. Parce que donc dans ma conception de l'amour et dans ma conception de l'argent, il y a joli lapsus. Bah oui, mais c'est ça, parce que pour moi, en fait, l'argent, c'est un véhicule de l'amour. Ouais. En tout cas, c'est ce pourquoi je veux œuvrer. Je veux que l'argent devienne un véhicule de l'amour. Parce que quand on aime, donc déjà, il faut se souvenir, il faut réapprendre à aimer. Il faut réapprendre à ouvrir notre cœur. Et dans le monde d'aujourd'hui, rouvrir son cœur, c'est vraiment pas facile, mais il faut le faire. Il faut avoir le courage de le faire, parce que si on le fait pas, on court à la destruction assurée. C'est sûr, on va tout. Donc, il faut qu'on rouvre nos cœurs. On n'a pas le choix. Et une fois qu'on a rouvert notre cœur et qu'on a cet amour qui nous traverse, cet amour vers où il nous guide dans nos choix de consommation, d'achat, de placement financier, etc., etc. Quand ça vient de là, et non plus de la sécurité, du statut social que ça nous procure, quand vraiment ça vient de quelque part de l'amour, comment est-ce qu'on agit après? Comment est-ce que notre interaction avec l'argent et aussi ce qu'on fait avec l'argent qui traverse notre vie, comment ça s'est modifié quand ça vient de cet endroit-là de l'amour. Et donc ça, c'est dans ma vision de la boîte Gaïa, c'est ça, c'est un système économique. En tout cas, c'est une petite bulle qui montre au monde qu'il est possible d'avoir une entreprise qui tourne bien, mais dans un autre paradigme par rapport à l'argent. Et donc, ça demande évidemment un grand effort. Déjà moi, travailler sur moi dans mon rapport à l'argent, puis après d'éducation et d'information dans l'écosystème de la boîte Gaïa, puisque pour la plupart des gens, en tout cas c'est ce que je constate encore aujourd'hui, l'argent il n'est pas rattaché à ça, quoi. C'est une question de sécurité. Ouais. Tout à fait. C'est très lié à la sécurité et surtout à l'insécurité. Oui, la sécurité et au manque, parce qu'il n'y en a jamais assez, tu vois. Voilà, il n'y en a jamais assez, exactement. Donc on est toujours dans ce paradigme d'insécurité et de pénurie. Et donc, je voudrais que les auditeurs prennent conscience là que finalement, tu es en train de partager une troisième étape de ton chemin de conscience avec l'argent, qui est, on peut mettre une intention dans notre relation à l'argent et dans notre façon d'utiliser l'argent.
Ouais. Alors ça, On moi, en a un peu parlé, on en a un peu parlé avec Christian Junot, bien sûr, dans le podcast, mais et là, toi, c'est une étape où tu prends la décision que l'argent servira l'amour. Complètement. Et ça, c'est cette étape de l'argent est un véhicule pour mes intentions. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai justement découvert il y a longtemps, grâce à un livre dont je recommande la lecture à tout le monde. Malheureusement, il n'est pas encore traduit en français. J'espère qu'il le sera un jour. Ça s'appelle The Soul of Money. Ah, j'adore ce livre. Ouais, tu vois. Et donc dedans, je l'ai en France, mais je l'ai en français moi. Ouais, mais c'est une traduction, c'est pas très. Ouais, bon, c'est toujours moins bien, mais il existe plus, on peut plus le trouver. Mais j'ai une copie en français, qui s'appelle L'âme de l'argent. Ouais. L'âme de l'argent. Ouais. Et donc dedans, c'était dans ce moment où j'étais avec Two Sisters, on était beaucoup dans ces discussions, on avait fait appel à cabinet de conseil de philanthropie, des trucs comme ça, c'était hyper intéressant et ça m'a vraiment. En fait, je me rends compte aujourd'hui que ça m'a beaucoup plus marqué que ce que j'ai pu réaliser à l'époque quand j'étais dans. Mais ça m'intéressait. J'étais dans les discussions, je venais aux réunions, etc. Et donc voilà, l'argent est un véhicule pour mes intentions. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça que dans la Voix de Gaïa, je redonne toujours une partie du chiffre d'affaires de la Voix de Gaïa à des ONG qui œuvrent sur le terrain pour ce qui est important pour moi. Donc moi, j'œuvre dans la conscience humaine. Mon travail, c'est un travail de matière humaine. Donc je travaille dans la conscience humaine. Et en même temps, j'ai conscience. Ça, c'est Joanna Macy aussi qui nous le dit. Il y a les 3 piliers du grand changement. Donc, travailler dans la conscience humaine, préserver ce qui peut encore l'être, puis après réfléchir à des structures et à des systèmes différents. Et donc, pendant que moi, je travaille ma zone de génie, c'est la conscience humaine. Donc, quand je travaille dans la conscience humaine, que mon entreprise, elle essaye de créer des nouvelles structures, eh bien, je donne de l'argent pour ceux qui sont sur le terrain, qui préservent ce qui peut encore être préservé. Parce qu'il faut qu'on préserve quand même ce qui peut encore être préservé, parce que pour l'instant, on est encore dans un paradigme de destruction et de surconsommation du vivant, en grande échelle sur la planète partout. Et donc, il est important de soutenir des organismes qui œuvrent pour la préservation et la protection. Oui. En fait, de faire circuler l'argent, mais en conscience. Parce que ce que tu dis, je voudrais préciser, quand tu dis l'argent est un véhicule pour mes intentions, c'est aussi le cas quand c'est inconscient. Mais totalement. Voilà. Je le précise parce que c'est important. Ouais. L'argent ne devient pas un véhicule quand on le décide, mais l'argent est toujours un véhicule pour nos intentions. Exactement. Exactement, oui, évidemment. Ça, oui, exactement. C'est toujours un véhicule. Maintenant, c'est juste le mettre en conscience. Le mettre en conscience, tu vois. Et il y a plein de petits gestes faciles pour faire ça. Le premier geste, le plus simple que je dirais à tout le monde, c'est changer de banque. Oui, changer de banque. Quitter les banques qui investissent dans les projets pétroliers, dans les projets d'armes, dans le tabac, dans tous ces... Changez vos investissements, vos placements. Mettez-les sur des comptes, voilà, il y a maintenant c'est pas encore parfait, mais c'est déjà imparfait. C'est moins pire. Voilà, c'est déjà moins pire, donc c'est un début. Et si on montre qu'il y a un intérêt, eh ben, va y avoir plus d'opportunités qui vont se développer. Donc ça, c'est le premier geste, vraiment très simple. Si on veut faire de notre argent un véhicule conscient pour nos intentions, c'est de changer de banque et de placer l'argent dans des banques qui œuvrent, qui partagent nos valeurs et qui œuvrent à nos côtés pour une société, voilà, de la transition écologique ou de la transition sociale ou ce que vous voulez. Il y en a maintenant de plus en plus des banques comme ça. Donc ça. Mais tu vois, rien que ça, c'est une étape de conscience avec l'argent. C'est où est mon argent? Bah oui. Enfin, c'est pas forcément mon argent, mais par où les flux financiers passent dans mon entreprise et dans ma vie, en fait. Et ça, c'est vraiment important d'y mettre de la conscience. Ça. Et il faut pas croire que parce que l'argent il est placé sur un compte en banque, il bouge pas. Pendant ce temps, l'argent il fait utilisé par la banque, ouais. Voilà. Donc que fait la banque avec cet argent-là? Tout à fait. Et donc c'est là où moi je peux pas tout décider, mais je peux quand même choisir de donner à ceux qui font moins pire. Yes. Et puis il y a des banques maintenant qui font vraiment bien. Ça existe. Donc les intentions derrière l'argent. L'argent est un véhicule pour mes intentions, consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce qui viendrait après ça? Après, il y a le mettre en application. Donc, je dirais que c'est là où c'est tout le chemin, le travail spirituel, en fait, le travail spirituel avec l'argent. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est le travail de l'esprit, c'est l'hygiène de l'esprit. Donc, c'est pas la spiritualité, c'est pas croire en certaines choses. C'est juste, c'est
comment je travaille mon esprit et c'est ça, c'est la gymnastique de l'esprit ou c'est l'entretien de l'esprit, l'hygiène de l'esprit pour justement mettre en conscience et puis grâce à la plasticité cérébrale, changer ma façon de penser. Et donc, quand je change ma façon de penser, dans tous les niveaux de ma psyché, ça change ma façon d'être et d'agir dans le monde. C'est ça le travail spirituel. Oui, et puis ce niveau de conscience que rien n'est figé et que tout peut changer, même notre cerveau. Exactement. Tout est vivant. Tout change tout le temps. Et donc, il y a ce travail spirituel. Et donc, ce travail spirituel, il a plusieurs facettes. Donc, dans mon parcours, ça a été d'abord les trucs, extérieurs. Donc, placer mon argent. Enfin, mon argent. J'aime pas dire mon argent parce que c'est pas mon argent. C'est l'argent qui traverse ma vie. Cet argent, il nous appartient jamais. Il appartient à personne. C'est comme l'eau. Ça circule tout le temps. Et donc, on croit qu'on l'a attrapé pendant un moment, mais en fait, ça nous file entre les mains. Donc, l'argent. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Je donne à des ONG, je mets une autre banque, etc. Donc ça, c'est un peu la couche superficielle de l'oignon. Puis après, il y a se rapprocher de plus en plus des couches intérieures. Et donc, le travail que nous, on a fait, les deux, c'est vraiment aller dans le cœur. Et très récemment, là, on a déraciné une croyance racine vraiment structurante dans tellement de domaines de ma vie. Donc, voilà, c'est petit à petit se rapprocher du cœur pour aller vraiment après, déraciner les racines les croyances racines les plus structurantes, quoi. Mais auxquelles on n'a pas forcément accès tout de suite, parce que, évidemment, comme elles sont structurantes, elles sont bien protégées. C'est ça qui maintient notre intégrité égotique. C'est-à-dire que si on enlève cette racine-là, notre ego tel qu'on l'a dans le moment, il s'effondre, ça le déstructure totalement. Quelque chose de nouveau qui doit revenir, et ça fait très peur. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Enfin, ça, tu y as accès quand tu es dans un espace. Quand on est prêt. Voilà, quand on est prêt, quand on a fait tout le travail avant. Donc, on a fait quand même beaucoup de défrichage. On a quand même travaillé ensemble, là, on est en juillet, ça fait depuis novembre l'année dernière. Donc, il y en a eu du défrichage. Il y a eu des couches successives, en fait. Aussi la confiance qu'on a créée, je pense, toutes les étapes dans la relation d'accompagnement. Donc, moi aussi, je suis accompagnante et je le vois très bien dans l'expérience, hein. Un accompagnement de mois, c'est pas pareil qu'un accompagnement d'un an, hein. En un an, on va on va plus que 12 fois plus loin que ce qu'on va en un mois. Ouais. Parce que il y a d'autres ingrédients dans la relation qui se créent, qui sont la confiance mutuelle. Et ça, c'est un ingrédient hyper important dans l'accompagnement. De pouvoir, créer la confiance, aussi, nous permettre de nous livrer. Je t'ai pas tout dit sur moi dès le premier jour. Il y a des choses, ça a pris du temps, ça prend du temps. Il y a encore des choses que je t'ai pas dites et que ça prendra plus tard, au fur et à mesure, des opportunités et aussi Il y a peut-être des choses que tu me diras jamais. Évidemment. C'est sûr. Et tu vois, ce qui me vient quand tu parles, c'est finalement, c'est l'amour qui prend du temps. Ouais. Tu vois, l'amour prend du temps pour se montrer. Mais c'est comme dans les relations de couple, tu vois, finalement, une relation d'accompagnement, c'est comme une relation, c'est comme toutes les relations, en fait, elles sont toutes pareilles, hein. Soit on met le couple sur un truc un peu particulier, mais en fait, c'est pareil partout. Et oui, parce qu'à chaque fois, c'est le lien à autre chose, à un autre être vivant. Voilà. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Ouais. C'est les mêmes dynamiques, c'est les mêmes, on n'a pas notre programme, on a un programme qui est constitué de grandes généralités, en fait. Donc, on agit un peu pareil dans plein de situations différentes. Ce qui est bien et pas, enfin, bien dans le sens, moins quand on change, ça change plein de trucs. En même temps, du coup, d'y arriver, comme c'est structurant, c'est pas toujours évident et ça prend du temps et du travail. Mais ça vaut la peine. Moi, aujourd'hui, je suis hyper contente, de toute la façon dont j'ai été en relation avec l'argent jusqu'à présent. Je suis reconnaissante, ça m'a aussi emmenée jusqu'ici. Mais j'ai atteint un endroit où je me dis, en fait, maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et j'en ai sincèrement envie. C'est pas juste, je me dis, il faudrait que faudrait que je change pour que ça aille mieux. Je me dis pas ça. Je me dis non, sincèrement, j'ai envie d'autre chose parce que je sens qu'il y a autre chose qui est possible et qui est prêt en moi. Ça va m'emmener à des endroits, je sais même pas où ça va m'emmener. C'est inimaginable aujourd'hui. Mais je sens que voilà, il y a ce désir de, ah ouais, ça y est. J'ai le désir d'autre chose. J'ai entreaperçu que j'ai goûté
à quelque chose. J'ai entreaperçu quelque chose et je sens que c'est par là que j'ai envie d'aller. C'est là le chemin. Ouais, et donc ça, on va dire, ça, je pense que c'est une 5e étape, vraiment le temps de révéler l'amour, ou le temps que l'amour se révèle. Et c'est à partir de là qu'après, tu peux te rendre compte de l'expérience que tu en as fait jusqu'à maintenant, que ce soit l'argent, que ce soit la relation au vivant, que ce soit l'amour, finalement, de tout Relation ça. à notre entreprise, enfin, c'est tout. Relation à notre entreprise, en fait, je pense que quand l'amour commence à se révéler, tu prends conscience de l'expérience que tu as fait, de qui tu as été dans cette expérience, et tu fais le choix de ce que tu changes. Et ça, c'est aussi je trouve que c'est un niveau de leadership qui est tellement puissant. Et aussi tous les endroits, en fait, moi, je me suis pas aimée, en fait. Oui, exactement. Où tout ce qui n'était pas de l'amour. Voilà, tout ce qui n'était pas de l'amour. Et je pense, en premier lieu, et d'ailleurs, enfin, moi, c'est vraiment une de mes convictions fortes, ça commence par nous, en fait. Tout commence par nous. Parfois, c'est relou. Moi, je suis une enfin, j'adore le développement personnel. Parfois, ça me saoule de me dire, pourquoi c'est moi, alors que tous les autres, ils se foutent pas autour de moi. Mais en fait, ça commence vraiment par nous, quoi. On peut pas vouloir changer les autres. Donc, c'est nous changer nous. Et nous, en changeant nous, on change le monde, on change ce qu'il y a autour de nous, quoi. Et donc, pour revenir sur l'amour, donc c'est vraiment, en fait, du coup, ça révèle aussi tous les endroits où moi, finalement, j'avais arrêté de m'aimer, je dirais. Parce que moi, je pense, j'ai la conviction que quand on est un être humain, on s'aime d'amour inconditionnel. Les bébés, ils s'aiment eux-mêmes d'amour inconditionnel. Et puis après, avec tout ce processus d'éducation des enfants, de faire de nous des bons citoyens, des bons consommateurs et des bons soldats, on désapprend à s'aimer soi-même. Est-ce que on arrête? Parce que en fait, je pense qu'un bébé, c'est comme une goutte d'océan. Quand la goutte est dans l'océan, elle sait pas qu'elle existe. Et je pense qu'un bébé, c'est aussi cette expérience-là. Il n'est pas dans la conscience individuelle. Il n'existe pas encore en tant qu'individu. Donc, il est dans l'amour. Il est dans l'amour du tout. Et c'est effectivement l'amour de soi qui est l'apprentissage de l'incarnation. Ouais, peut-être. Pas entier. Voilà. Enfin, peut-être moi j'ai cette vue. J'aime pas dire le système ou la matrice. Donc, le film Matrix, franchement, c'est des génies. Plus je le regarde, je me dis, ils avaient quand même compris vachement de trucs. Le système, le paradigme, dans mon livre, j'en parle de manière différente, mais ce paradigme, ce rêve collectif dans lequel on vit aujourd'hui et qui fait tourner le monde et aujourd'hui à une échelle quasiment globale, il reste très très peu de rêves, de paradigmes de pensée différents du paradigme occidental, capitaliste. Ça a vraiment envahi, ça a colonisé, parce que ce qui s'est passé, donc ce paradigme, il a colonisé tout le reste de la planète. Et donc ça, c'est un paradigme, c'est pas un paradigme d'amour. Donc c'est pour ça que, parce qu'on pourrait dire, on est dans un autre paradigme, en fait, tout ce qu'on fait justement dans ce paradigme, c'est apprendre à s'aimer. Que dans le capitalisme, ou le FRK, ou donnez le nom que vous voulez, moi j'appelle ça l'ancien rêve, on n'apprend pas à s'aimer, justement. On apprend à ne pas s'aimer. Quand on ne s'aime pas, on est beaucoup plus facilement, alors là, je vais pas être complotiste, mais on est quand même vraiment beaucoup plus facilement manipulable. On va avoir envie de consommer. Contrôlable, ouais, tout à fait. Parce que si moi je suis pas assez bien, je vais essayer d'acheter quelque chose qui va me rendre mieux, qui va me rendre acceptable. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose je pense pas qu'on ait créé consciemment, c'est juste, ça s'est déroulé comme ça depuis des millénaires, parce qu'il faut pas croire que c'est récent, hein. Ça fait des millénaires, en fait, que ce mouvement, c'est en cours. Donc, et plusieurs... Mais finalement, est-ce qu'il fallait pas qu'on passe par là? Parce que, tu vois, c'est toujours la même médaille, finalement. Qu'on voit l'amour, qu'on soit dans l'intention de l'amour ou qu'on soit dans l'absence d'amour, finalement, c'est la même médaille. C'est les deux faces d'une même médaille. Donc, est-ce tu vois, on était finalement obligé de passer par ce paradigme de non-amour et de pénurie et de vraiment de l'opposé de l'amour pour peut-être choisir
l'autre dualité. Ouais. Moi, je vois pas les choses comme ça. On a eu avec donc mon formateur en quête de vision là, Kedar. C'est un vieux sage. Cet homme, il est exceptionnel. Et donc, on a eu une discussion justement sur le passé. Et il a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Il disait, le pourquoi, il est jamais derrière nous. Le pourquoi, il est devant nous. C'est nous qui allons créer le pourquoi. Donc, est-ce qu'il a fallu qu'on en passe par là? Je ne pense pas. Par contre, on en est là aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait une opportunité pour créer plus d'amour? Ou est-ce qu'on en fait autre chose? Donc, pourquoi, à mon avis, il sera dans l'avenir? C'est pas que c'était notre destin et c'est pas le passé qui justifie, c'est que la justification, elle sera dans l'avenir. C'est de ce que nous, on va en faire, en fait. De cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui, de dire, voilà, on est dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde avec... Il y a tout, quoi. Il y a de la beauté, de l'extase, et puis il y a de l'agonie, et il y a tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on choisit aujourd'hui, moi, toi, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on choisit d'en faire un monde d'amour? Donc là, on se retrousse les manches. Mais ça, c'est maintenant. On choisit. Et on y va. C'est ça, on choisit maintenant. Ouais. Et on le choisit pas que dans notre tête, c'est-à-dire qu'on le choisit en agissant dans la matière. Donc comment est-ce que, voilà, je change de banque? Comment est-ce que je gère l'argent? Comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que je parle à mes enfants? Comment est-ce que mon entreprise? Comment est-ce que je structure mon entreprise? C'est quoi mon modèle d'entreprise? Comment est-ce que je parle aux gens? Comment est-ce que je parle à la boulangerie, à la personne qui me sert, hein, ou à la poste, ou à la personne voilà que je croise dans la rue, ou à la personne qui vient me livrer mon colis dans la boîte aux lettres. C'est aussi par des petites choses vraiment du quotidien, en fait, plus que des grands gestes grandioses. Non, c'est la répétition du quotidien, c'est là en fait qu'on forge une société. C'est tous ces petits gestes. C'est ces petits gestes-là qui doivent, si chacun de ces petits gestes, j'arrive à y mettre un peu plus d'amour, évidemment, on peut pas s'exiger de passer de zéro ou de pas beaucoup ou de moyen à tout de suite parfait. C'est un processus. Mais même si c'est un processus qui me prend toute ma vie, c'est pas grave. Ce sera toujours... Non, puis c'est peut-être ça la vie. Oui, ce sera toujours mieux que d'avoir rien fait, quoi. Et puis ça ouvrira des portes pour les autres. Et ça me permettra aussi parfois... Ce que moi j'ai constaté aussi dans la transformation, c'est que si je me transforme trop vite, j'arrive pas à entraîner les gens avec moi. Mais quand je me transforme lentement, tranquillement, j'arrive à entraîner les gens avec moi, parce qu'ils vont avoir le temps de se transformer avec moi aussi. Donc, que ça prenne un peu de temps, parfois ça nous rend service, ça nous rend plus service. Et ça, c'est là, élèves de prépa, grandes écoles, où on nous a demandé d'être surperformants et d'avoir tout juste tout de suite, quoi. Ils parlent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, j'apprends aussi à apprendre à savourer la lenteur et vraiment la valeur du temps, en fait. Le temps, je pense que c'est aussi le temps, c'est une ressource encore plus précieuse que l'argent. Une seconde de notre vie, ça vaut tellement plus que tout l'or du monde. Ouais. Il y a quelque chose que j'aimerais nommer aussi là, dans cette étape. Donc, on va dire qu'on serait à la 6e étape que j'ai appelée la conscience de l'amour. En fait, on est en train d'écrire un bouquin là. Yes, cool. On va t'envoyer le podcast. Donc, ouais, Séverine, notre rédactrice en chef, parce que notre livre est chez le même éditeur, ce qui est quand même les clins d'œil aussi. Donc, ce que je voulais dire, donc cette 6e étape, la conscience de l'amour. Donc, on est passé de l'argent à l'amour quand même. Hein, oui, voilà, au cas où les auditeurs n'auraient pas remarqué. Inéluctable. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé et qui me semble essentiel, qui est la décision. Oui. Parce que il y a tellement de gens et surtout chez les entrepreneurs sensibles, il y en a tellement qui n'ont pas encore pris la décision de servir l'amour ou de servir leur pourquoi. Et en fait, cette non-décision est ce qui crée l'épuisement, le doute, la confusion et l'insécurité. Et donc là, dans cette étape de la conscience de l'amour, pour moi, c'est vraiment ce moment où on décide et où on prend cette décision et où servir l'amour et incarner l'amour devient non négociable, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre entreprise, et de bâtir notre entreprise avec cette intention-là. Totalement. Et c'est aussi pas parce qu'on le décide que ça change du tout au tout. Hein. À nouveau, je le décide. Oui.
mais ça va être un processus en spirale où je vais repasser, Oui. je vais faire des tours de transformation et je vais devoir me réengager processus plusieurs fois, à plein d'étapes différentes. Oui, parce que la vie va nous ramener plusieurs fois à notre décision. T'es vraiment sûr que t'as pris cette décision? C'est ça. Ou alors, voilà, elle va nous demander, en fait, parfois aussi, on se décide, mais notre champ de décision, il est d'une certaine taille, on va dire. Ouais. Et puis après, une fois qu'on est à l'aise dans ce champ-là, on va nous demander de l'ouvrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et moi, je pense pas que c'est la vie qui nous teste, c'est juste la vie. Comme la vie, elle veut, c'est l'évolution en fait. Elle va du coup, c'est bon, t'as coché tes cases, hop, on t'en donne des nouvelles. Ouais. C'est une évolution de conscience. Voilà. Et c'est vers plus de. En fait, la vie, elle va toujours vers plus de cohésion. Ce qu'elle cherche, c'est la cohésion. Donc évidemment, au fur et à mesure qu'on continue à avancer sur notre chemin, tous les endroits de notre vie où on n'est pas en cohésion, pas en cohérence avec cette décision, ils vont nous être révélés au fur et à mesure. Et donc, on va devoir venir les mettre en cohérence. Comme ça, pendant le temps que ça prend. Et est-ce que tu dirais que le vivant cherche la survie? Non, le vivant... préservation du vivant. La vie, en fait, évidemment, la vie, ce qu'elle cherche, comment dire, elle cherche à se perpétuer, mais la vie, elle change de forme aussi. Oui. Alors, dans notre vie humaine, on le voit pas. Mais en fait, si on regarde l'évolution des espèces, etc., la vie, elle change de forme. Donc, elle n'est pas attachée à la forme, en fait. Sans ça. Donc, elle veut juste continuer. Et la vie, et ça, j'avais fait un stage de Saint-Tropez et j'aimais beaucoup, comme elle le disait, c'est pas non plus elle qui l'a inventé, mais la vie, elle va vers plus de complexification, d'abondance et aussi de cohérence. Ouais. Ça se complexifie, mais en même temps, ça arrive à créer des liens pour rester cohérent quand même, quoi. Et on le voit dans l'exemple de nous, êtres humains, on est constitué de cellules. On est déjà, ou plutôt on est déjà un assemblage d'organes. Qui même sont faits de cellules. Et ces cellules, en fait, si on regarde sur l'histoire évolutive, nos cellules humaines, c'est la fusion de deux organismes vivants qui ont fusionné ensemble. Donc en fait, c'est ça la vie. Et il y a une sélection naturelle aussi dans cette fusion. Oui, et en fait, il y a une sélection naturelle dans le sens où la vie, pour continuer à se perpétuer, évidemment, c'est pas une sélection, c'est plutôt, je dirais, une adaptation. En fait, c'est les individus les plus adaptés dans le moment qui s'épanouissent le plus et donc qui ont le plus de chances de pouvoir se reproduire. Mais je pense que c'est pas aussi noir sur blanc que dire la survie comme on a interprété ce qu'avait écrit Darwin, parce qu'en fait Darwin, entre ce qu'on apprend sur lui, ce que lui il a vraiment écrit, il y a un petit décalage d'interprétation qui a été, évidemment, ça a été interprété à travers un certain filtre de pensée, un certain rêve, un certain paradigme. Mais si on relit vraiment ses écrits bruts, il n'a pas forcément écrit ce qu'on pense qu'il a écrit. Puisque ça a été interprété comme ça à son époque et dans notre époque à nous aussi. Donc voilà, c'est pas juste la survie des plus forts, quoi. C'est pas. Non, mais et pas je pense que mais il y a vraiment et merci de mettre des mots dessus parce qu'il y a vraiment cette étape aussi de conscience de la vie, du vivant et que enfin quelles que soient nos intentions à nous, les intentions de la vie ou du vivant seront toujours prioritaires en fait. C'est ça. Exactement. Et que nous, on est un agent du vivant. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée aujourd'hui, toi, moi, nous, avec nos entreprises, en fait, on crée, on œuvre pour le futur, on crée le futur, là. Alors nous, on a l'impression, on est là avec nos galères d'entrepreneurs de maintenant. Mais en fait, on est en train de créer le futur. Parce que après la fin de notre entreprise et après la fin de notre vie à nous, elle va continuer. Et elle va être à travers, voilà, moi, avec le livre, toi, avec ton livre, c'est pareil. On crée le futur parce que ce livre, il va perdurer. Il va vivre plus longtemps que nous, possiblement. Et à travers tous les gens qui vont lire ce livre. Et donc, ça va impacter la vie. Comme on en parlait tout à l'heure avec Shakti, donc, qui a écrit un livre qui, moi, a changé totalement ma vie. Même si elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, sa vie perdure à travers moi et à travers l'impact que ce livre et les enseignements que j'ai suivis avec elle ont eu dans ma vie. Donc, ça aussi, faut pas l'oublier, c'est qu'en fait, on est tout le temps en train de créer le futur.
même dans nos galères de maintenant, on se dit, oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir, machin, etc. Mon entreprise, elle tourne pas comme je voudrais, ou je sais pas quoi. On est en train de créer le futur. Et puis, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de prendre la décision maintenant. Bah oui. Tu vois? Parce Oui. que à partir du moment où on prend la décision, après, on commence le chemin pour l'incarner. Ouais. Et je dis, moi, j'ajouterais sur la décision, c'est prendre une décision dans laquelle on peut vraiment s'engager. Parce que parfois, on se dit, ouais, je prends la décision, je sais pas, de l'abondance. C'est le truc qu'on a entendu pendant des années, quoi. En fait, l'abondance, c'est comme ça, quoi. Si mon système nerveux, il est pas prêt à recevoir l'abondance parce que j'ai vécu dans la survie toute ma vie. Faut pas que je commence par l'abondance. Faut s'engager dans des trucs. Moi, je dis toujours, on a 80% de chance de réussite. Ça, on va de succès en succès. Il vaut mieux s'engager dans le plus petit, être réaliste. Et puis après, voilà. Alors, je dis ça, après, moi, je suis la première à avoir des projets méga. Oui, j'allais dire, j'ai pas le souvenir que tu vises le 80%. Mais j'apprends, donc évidemment, on enseigne ce qu'on doit apprendre. J'apprends moi aussi maintenant à me dire, ok, si je fonctionne en mettant des objectifs, et quand même, je le fais, pas à 100% du temps, mais je le fais quand même dans certains moments de ma vie, de me dire, ok, là, je me propose un objectif dans lequel j'ai 80% de réussite, quoi. Mais surtout c'est plus quand, tu vois, là, récemment, je sors de ma 3e quête de vision, et donc j'ai pris des vœux. J'ai fait des vœux. J'aurais pu mettre n'importe quoi dans mes vœux. Au moment où je les ai écrits, ces vœux, j'ai écrit des choses dans lesquelles je sentais sincèrement que je pouvais m'engager. Donc évidemment, c'est des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il va y avoir du travail, il va y avoir un chemin pour que ces vœux deviennent ma vérité, ma réalité quotidienne. Et donc, quand je les ai écrits, j'ai choisi des choses que je sentais qui étaient juste à l'orée de mon horizon, quoi. J'ai pas choisi des grands trucs mégalos dans lesquels, en fait, j'allais pas y arriver, quoi. Donc là, j'ai pris des vœux raisonnables, mais sincères, où sincèrement, je me dis, ok, ça, c'est des choses, si déjà j'en arrive là, ce sera super. Et puis après, il sera toujours temps de refaire des nouveaux vœux et de passer à une autre étape dans ma vie. Mais ça servait à rien d'écrire des grands trucs, mais peut-être on fait pas après. Là, je pense qu'il faut préciser, parce qu'il y a vœux et vœux. Et toi, ce que je sais et que je voudrais transmettre aux auditeurs, c'est que quand tu parles de j'ai fait des vœux, ça veut pas dire j'ai décidé que mon entreprise elle allait faire dans les 7 chiffres. Ah non. Voilà. Non, mais je le précise parce que le niveau de conscience qu'on a dans nos décisions, c'est jamais matériel. C'est toujours en lien avec les valeurs qu'on veut servir. Et en fait, il est là le vrai engagement. Oui, mais par exemple, un des vœux que j'ai fait, c'est servir la vie. Servir la vie. Ou alors, un autre vœu que j'ai fait, en lien aussi avec ce que nous on a travaillé, c'est je choisis la suffisance. Je veux pas l'abondance, je m'en fous de l'abondance. Et l'abondance, elle est déjà là. Ce que je veux, c'est la suffisance. C'est moi sentir que j'ai assez. J'ai pas besoin de plus, de trop. Non, j'ai juste besoin d'avoir assez. C'est largement suffisant. Donc c'est ça que Mais mine de rien, tu vois, ça peut paraître basique de dire mon vœu, c'est de servir la vie. Mais en fait, si vraiment on s'engage à servir la vie, c'est à chaque instant. C'est dans chacune de nos cellules. C'est dans tous nos comportements, dans toutes nos actions. C'est évidemment dans notre entreprise, mais c'est aussi dans notre vie amoureuse, dans nos relations, dans la maternité, etc. Enfin, je veux dire, c'est un engagement exigeant. Oui, totalement. Là que ça vient révéler les espaces de guérison, les espaces de transformation et les prochains niveaux de conscience. Ouais. Exactement. Après, donc, se servir la vie, il est dans un contexte avec d'autres vœux qui soutiennent aussi ce vœu-là. Mais oui, c'est un gros. Il y a une cohérence aussi dans tes vœux, bien sûr. Oui. Et c'est sûr, c'est un gros engagement. Mais bon, ça c'est mon fantasme, c'est ma mission, tu vois. Mission, c'est servir la vie, ça je le sais. Ouais. C'est un peu aussi moi ce que je mets derrière la notion du pourquoi. C'est en quelque chose, c'est notre plus haute intention spirituelle pour cette vie. C'est pas qu'une intention en fait, c'est que je sais que c'est qui je suis en fait. Yes. Oui, enfin quand je dis intention derrière, ça veut dire je le deviens.
Ouais, mais en fait, ça part de l'intention, mais ouais. vrai. Non, c'est pas que, en fait, c'est qui je suis. C'est juste que j'ai oublié que j'étais ça, en fait. Et donc, le travail de spirituel, du coup, c'est plutôt d'enlever toutes les couches, toutes les croyances qui font que j'ai oublié que c'est ça. Parce qu'en fait, le chemin du moindre effort, pour moi, c'est de servir la vie. Le chemin du plus d'effort, c'est de ne pas servir la vie. D'être dans tous ces comportements que j'ai adoptés pour fonctionner dans ce monde et pour survivre à ma scolarité, mon temps d'ingénieur, etc., etc. Et plein de situations. À la pénurie, quoi. Au manque, à l'insécurité, à la pénurie. Ouais. Donc, mais en vrai, le moindre effort pour moi, c'est être dans cette vibration, dans cette fréquence-là, quoi. Et oui. Alors là, pour le moindre effort, juste, que je retrouve quand je vais me promener dans la forêt, tu vois, ou quand je vais gambader dans les montagnes ou dans les ruisseaux. En fait, mon état naturel, quand je suis dans mes ermitages, là, c'est servir la vie. Yes. Et là, j'aimerais proposer aux auditeurs peut-être la 8e étape, et je sais pas d'ailleurs si on connaît celle d'après. Peut-être qu'on en est là. Mais c'est le moindre effort. Mais pour le moindre effort, il faut avoir conscience qu'on n'a pas besoin de contrôler et que de toute façon, la vie nous soutient puisque la vie est en nous. Et donc recevoir aussi ça. Créer de la place, créer de l'espace en soi pour recevoir la vie. Complètement. Et ça nous amène à un niveau de conscience qui me semble essentiel quand on parle d'argent et quand on parle de matériel, c'est tout part de l'intérieur. Puisque finalement, quand on crée de l'espace en soi pour la vie, pour l'amour, on crée de l'espace pour révéler encore plus de l'intérieur. Et c'est ça qui agit après sur l'extérieur. Donc, on a complètement switché de paradigme où au début de la conversation, on disait, finalement, c'est ce qu'on consomme, c'est les résultats, c'est le niveau de salaire, c'est en fait l'extérieur qui révèle qui nous sommes, où là, on arrive à tout se révèle et se crée à partir de l'intérieur de soi. Parce qu'une fois que nous, on a transformé qui on est, sans y penser, sans devoir faire aucun effort, on agit différemment. On parle différemment avec les gens, on s'exprime différemment, on fait des choix, même des choix de consommation différents. Ça transforme notre monde. Et donc, c'est pour ça que changer mais après, c'est les deux vont ensemble. Faut changer nos habitudes, nous aide à changer notre façon de fonctionner, mais tant qu'on n'a pas fait la transition, le changement à l'intérieur de nous, en fait, ça nous demandera toujours de l'effort, en fait. On va toujours se coller un post-it sur le frigo. N'oublie pas, on aura toujours un frigo, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. N'oublie pas que t'es censé faire ça et pas ça. Oui, et du coup, il nous faudra toujours un frigo. Je pense que, cette étape, en tout cas, moi, je suis là aussi, et c'est une transformation chaque jour. C'est une évolution de chaque jour. Voilà. Et à ce jour, je ne sais pas si finalement c'est la, entre guillemets, dernière étape de conscience, même si elle va durer tout le reste de ma vie, ou s'il y aura d'autres niveaux de conscience. Ça, je ne sais pas. Et je voudrais aussi ajouter que tout ça, en fait, c'est chaque jour et c'est pas tout seul, en fait. C'est vraiment, toi, et je le vois, j'ai pu me transformer autant parce qu'il y avait aussi toi avec moi dans cette aventure, quoi. Parce que sinon, si je regarde autour de moi encore aujourd'hui, dans mon environnement, les gens ne sont pas encore là. Donc, je fais encore des allers-retours entre ce qu'on vit dans notre petite bulle et ce que j'arrive un peu à transmettre dans ma relation, dans mon couple. Mais après, autour de moi, encore pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi quand on veut s'engager dans des processus de transformation vraiment profonds. On peut pas le faire tout seul, c'est impossible. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner, il faut s'entourer de personnes. Et c'est aussi pour ça que je voulais rejoindre ton collectif. C'est comme ça, on sera plusieurs dans cette même conscience. Et donc, on va se sentir
plus fortes, plus ressourcées, en attendant qu'autour de nous, on arrive à transformer petit à petit nos écosystèmes et à actualiser nos écosystèmes dans cette conscience-là aussi. Mais au moins, on a des petites niches refuges dans lesquelles on est déjà dans ce niveau de conscience-là. Et j'ai vu ça aussi, donc il y a un mois, j'étais en stage de tantra avec ma formatrice, là, Leïla, et c'était génial, en fait. On était 100 femmes et on était toutes dans ce même niveau de conscience autour de la sexualité. Je me disais, mais waouh, c'est tellement du bien. Il y a aucun effort à faire, en fait. On s'assoit à table au petit-déj, on se comprend déjà. C'est tellement reposant. Ah bah ça, c'est sûr. Tellement reposant. Donc c'est pour ça, quand on fait ces gros travaux de transformation, on peut pas c'est impossible on peut les faire tout seul, mais ça nous demande tellement plus d'efforts, tellement plus d'énergie. On rame tellement plus que quand on est accompagné, alors ça peut être des accompagnements payants, voilà, style coaching, tout ça, ou mastermind, ou alors se créer un groupe, mais bon, c'est pas toujours évident à trouver, se créer un groupe de gens qui pensent comme nous. Ouais, un groupe de conscience. Ouais. Oui, parce que il y a aussi quand on est à cette étape, tu vois, du moindre effort et de révéler de l'intérieur et de recevoir la vie, il y a aussi des espaces, je sais pas si toi tu les vis, même si peut-être que je connais la réponse, mais parfois où on revient un peu dans une forme de culpabilité, parce qu'effectivement la conscience collective n'en est pas là. Et donc, il y a besoin de se rappeler de la décision qu'on a prise et de rester engagé ou peut-être de se réengager dans cette décision malgré là où en est la conscience collective. Et effectivement, une des clés, c'est évidemment de s'entourer pour rester dans cette décision. Totalement. Et choisir, voilà, évidemment, de qui on s'entoure. Oui. Et je pense que c'est aussi ça que tu crées dans tes sommets. Bah oui, je suis hyper pointilleuse sur qui je choisis. Mon prochain sommet, c'est un peu le problème, c'est que j'ai une idée tellement visionnaire que pour l'instant, j'arrive pas à trouver des gens. Pas assez de gens que je me dis, eux, ils pourraient vraiment transmettre ce que j'ai envie de... Et on peut faire un appel dans le podcast aux personnes qui sont en résonance avec ce niveau de conscience et qui veulent rejoindre ton prochain sommet. Voilà, écrivez-moi, mettez-moi un petit mot. Et après aussi, après, je reçois plein de demandes pour les sommets. Voilà, si vous sentez une résonance, écrivez-moi, puis on verra ce que ça donne. Ouais. Magnifique. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté, Vanessa, à notre conversation pour qu'elle te semble complète? Non, mais je pense que les ingrédients essentiels Tu peux résumer d'ailleurs. ont été dit, ouais. Voilà, résumer peut-être après, je verrai si je dois rajouter quelque chose, ce sera plus facile. Donc, on a identifié dans cet épisode les 8 étapes de l'évolution de notre relation à l'argent, qu'on pourrait appeler les 8 étapes de conscience de l'argent et de tout ce qui vient après, finalement. La première étape, c'est de prendre conscience que on a grandi dans un paradigme où l'argent tue la planète, puis nous-mêmes, quand on est passé notamment par le salariat, ce qui était mon cas aussi. Et on est dans ce paradigme où on nous fait croire qu'il faut tuer pour notre sécurité. En deuxième étape, tu nous as parlé de l'ONG Three Sisters et de tout ce questionnement de pourquoi l'humain prend sans redonner. Pourquoi on veut posséder, en fait. Et on est toujours dans « je prends pour ma sécurité, je possède pour ma sécurité ». La troisième étape, c'est de prendre conscience que l'argent est un véhicule pour nos intentions, consciemment et inconsciemment, que l'argent est quand même le véhicule de nos intentions conscientes ou inconscientes, et que toi, à ce moment-là, tu décides que ton intention derrière l'argent, c'est de servir l'amour. Parce que derrière l'amour, avec un grand A, on a aussi le vivant, on a l'amour de soi, etc. Et c'est tout un apprentissage qui commence de ce qu'est l'amour et de ce qu'il n'est pas. Et évidemment, quand on commence à servir l'amour, une des premières clés, c'est de changer de banque. Pour changer le contenant du flux d'argent. La plus facile, on va dire. Le plus facile, vraiment. Je vous assure, c'est changer de banque. Ça, c'est la partie la plus facile. Après, tout le reste, ouais.
C'est déjà hyper efficace. Je rajouterais une autre clé peut-être qui revient souvent dans les coachings, c'est la structure de notre entreprise. Voilà. Et la forme juridique de notre entreprise. Oui, c'est ça, la forme juridique. Ouais. Quatrième étape de conscience avec l'argent, c'est l'aspect spirituel de l'argent. Alors, on a parlé aussi du livre Soul of Money de Lynn Twist. Oui. Qui est un livre extraordinaire. Une femme extraordinaire aussi. Une femme, exactement. Et donc, la spiritualité de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a conscience que tout est vivant et que donc, puisque tout est vivant, même chaque partie de soi, matérielle ou immatérielle, est en changement permanent. Alors, je sais pas si tu as ton micro là, parce que je t'ai vu parler, mais... Oui, non, c'est bon. C'est bon. Cinquième étape, c'est le temps de révéler l'amour. Le temps dans le sens, ça prend du temps que l'amour ose se révéler vraiment. Et on prend aussi à ce moment-là conscience que on a expérimenté ce que l'amour n'était pas. On a expérimenté certaines facettes de l'amour. Et c'est à ce moment-là qu'on prend aussi conscience de qui on a été et de qui on est devenu. Et là, on a la possibilité de rechoisir ce qu'on veut pour notre vie, pour la vie, et pour soi, et pour notre identité. Rechoisir une fois de plus l'amour. Rechoisir l'amour, mais avec une autre conscience de l'amour. Exactement. Sixième étape, c'est la conscience de l'amour. Et effectivement, ce pouvoir de décision, dire oui, et à quoi je dis oui, et un oui qui est non négociable. C'est-à-dire que j'avais une de mes mentors quand j'ai commencé à être coach qui disait, c'était certainement pas d'elle, mais qui disait tu traverses la rivière et tu brûles le pont derrière toi. C'est un peu ma vision de l'engagement. Et donc, quel est ce pont qui me permet de traverser l'autre rive, et quelle est cette autre rive sur laquelle je me rends? Ouais. Moi, je dirais tu traverses la rivière et tu fais une offrande au pont pour le remercier d'avoir permis de traverser. Exactement. Plus de le brûler, le pauvre. Non, mais il peut se transformer en autre chose. La matière change, on l'a dit tout à l'heure. La forme change. Donc, le pont qui a servi à nous permettre de traverser, il va se transformer dans une autre forme pour nous servir à traverser autre chose ou peut-être à nous engager. Oui, ça servira à d'autres, tu vois. Oui, servira à d'autres, voilà. Donc, la notion d'engagement, j'ai noté l'engagement intégral. Parce qu'évidemment, ça concerne pas seulement une petite partie de notre vie. Non, ça va avoir un impact sur notre vie de famille, nos relations amicales, voilà, c'est tout. Septième étape, c'est l'importance de faire des vœux. Donc, on est encore sur la notion de choix, mais d'ajouter, de préciser que ce sont des vœux qui représentent aussi nos valeurs spirituelles. On n'est pas sur mon vœu, c'est de faire X millions d'euros, ni d'avoir une belle maison. Ce sont d'abord, après, on ne sait pas comment ces vœux vont se manifester dans la matière. Peut-être que ça sera une belle maison, peut-être que ça sera avec des millions. Ouais. Il y a aussi des vœux dans lesquels on peut s'engager sincèrement, avec sincérité. Oui. Je mets pas la trop. C'est ce que j'allais dire, c'est faire des vœux dans lesquels je peux m'engager. Ce que tu nous as précisé tout à l'heure. Et toi, tu nous disais que un des vœux que tu as fait très récemment, c'était de servir la vie. Et donc, même si ce vœu... Je l'ai renouvelé, toi, c'est un vœu que j'avais déjà. Tu l'as renouvelé, oui. Et tu as refait ce vœu avec le niveau de conscience et l'identité que tu incarnes aujourd'hui. Et donc, en faisant ce vœu, tu t'ouvres aussi à tout ce que ça va créer comme espace en toi, à tout ce que ça va révéler de toi que tu n'as pas encore vu. Et ça, c'est peut-être la dernière étape de notre chemin de conscience, qui est cette notion du moindre effort. On prend la décision, on pose l'intention en conscience, et on sait aussi qu'on n'a pas besoin de forcer, mais qu'on a juste à révéler à partir de l'intérieur de soi. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile finalement. Le moindre effort et la conscience de recevoir
la vie, que la vie veut de toute façon notre bien, entre guillemets. En fait, la vie, donc, nous, quoi, on est comme des graines, en fait. Et à l'intérieur de nous, il y a une plante. Imagine, moi, je suis une plante de tomates. Et ben, en fait, la vie qui me traverse, ce qu'elle va vouloir, c'est que je fasse des tomates. Donc, si moi, Vanessa Fukudo, mon empreinte, la graine de base qui était dans moi, c'était servir la vie qui me traverse, elle va vouloir que je serve la vie. Toutes les manières dont je ne sers pas la vie, c'est comme si j'allais à l'encontre, en fait, de qui je suis à la base. Et donc, c'est ça aussi qui est très important, je pense, pour toute personne qui fait ce chemin spirituel, c'est à un moment de se poser la question, mais qui suis-je vraiment dans mon essence, en fait. Et ça, c'est un travail que moi, j'adore faire aussi. C'est qui je suis. Et moi, j'ai une clarté sur mon essence qui vraiment, aujourd'hui, ça me change la vie. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais depuis que j'ai ça, je fais là, en fait. Mais je sais qui je suis, quoi. Et ça, c'est tellement plus facile. Et ça me donne cette sécurité intérieure de me dire, Vanessa, peu importe ce qui se passe autour de toi, qui t'es, ça changera jamais. Ça pourra jamais être pris, en fait. Parce que, quoi que je fasse, et même dans toute cette période de ma vie où j'étais avec tous ces conditionnements autour de l'argent, où je m'aimais pas, etc., etc. Même là encore, j'étais qui j'étais. Ça a jamais été pris, en fait. Oui. C'est indissociable de nous. Donc, c'est ça que je voudrais ajouter, l'importance de, à un moment donné dans notre vie, vraiment se poser sur, OK, qui suis-je? Et ce qui va nous venir, c'est pas un métier, c'est pas une description matérielle de notre vie, mais c'est plus une image ou une métaphore, ou dans le monde des quêtes de vision, on parle des non-médecines. C'est quelques mots comme ça qui portent une résonance, une fréquence forte. Et quand on a ces mots devant nous, on sait pas forcément exactement ce que ça veut dire, mais on sait que c'est juste, on sait que c'est ça. Et c'est comme un espèce de guide qui fait que, voilà, aujourd'hui, je me dis, en fait, Vanessa, peu importe la forme que ça prendra, peu importe la forme, finalement. Que ce soit une entreprise qui fait tant de chiffre d'affaires ou peu importe la forme. Tant que moi, je reste accrochée à ce fil, je serai dans la vie, en fait. Dans la vie Mais oui, mais parce que peu importe la forme, parce que tu fais confiance et parce que tu sais que de toute façon, la vie, elle sert tes intentions. Et surtout parce que j'ai retrouvé la connexion avec la vie qui me traverse, la vie qui me traverse. Moi. Ouais, je me dis, en fait, Vanessa, moi, je me dis, en fait, tout ce que je fais maintenant, forcément, c'est la vie qui s'exprime. Genre, je peux pas me louper, en fait, quel que soit, que je choisisse bleu ou choisisse rouge. C'est pas la forme qui compte, c'est que, en fait, c'est la vie qui je vais faire des tomates. Je suis dans le processus de faire des tomates, quoi qu'il arrive, parce que je suis un plant de tomates. Et ça, en tout cas, moi, personnellement, ça me rassure beaucoup de me dire, aujourd'hui, voilà, je suis devant plein de décisions, voilà, et puis, il y a aussi la réalité matérielle de dire, OK, comment tu fais tourner ton entreprise pionnière dans le monde d'aujourd'hui avec voilà tout ce qui se passe et toute cette grosse bulle de peur qui englobe toute la planète. Comment est-ce qu'on choisit d'autres mais de me souvenir, de me dire, Vanessa, souviens-toi de qui t'es. Et en fait, c'est ça que tu fais dans ta vie. Et t'étais déjà en train de le faire. T'es en train de le faire maintenant. Tu le vois peut-être pas, mais t'es déjà en train de le faire. Et c'est ce que tu vas être. En fait, toute ta vie, c'est ce que tu as été en train de faire. Finalement, quel que soit mon choix, c'est un bon choix. Oui, et que parce que j'échappe pas à qui je suis. En fait, j'échappe pas au fait que je vais faire des tomates. Ouais. Et puis tout ce qui se présente à toi sert à expérimenter ton choix aussi et ta nature et ton essence. Tout ce qui se présente à moi est une opportunité d'exprimer la vie. Traverse. Quelle que soit la façon dont j'y réponds, en fait. On est loin de l'argent, là. Non, mais c'est très spirituel. C'est spirituel, mais... Et puis, l'argent est une des ressources. Mais, enfin, je dirais, on est totalement dans l'argent parce qu'en fait, l'argent fait partie de notre monde. Et que, en fait, là, je vais couper le zoom. Voilà, l'argent, en tant qu'entrepreneur, en ce moment, dans ma situation entrepreneuriale, c'est une question que je me pose tous les jours. Donc, mais comment ce que je viens de dire, les belles paroles, là, que je viens de dire là, comment je les ramène maintenant dans le quotidien de ma situation financière de mon entreprise, au moment de payer la TVA, de payer ce que je dois payer, toutes les charges, de facturer mes prestations, de choisir les prix de mes accompagnements, etc., etc.
comment tout ça, là, je le ramène là-dedans. Et donc, du coup, l'argent, il est dans la discussion. Il est dans la discussion, mais en fait, le processus de réflexion et de décision que tu as, il est dans la conscience que ta décision, tu la prends à partir de la posture de servir la vie et de servir l'amour. Et c'est ça le plus important. C'est ça. Magnifique. Un grand merci, Vanessa, pour les enseignements que tu as partagés dans le podcast, pour toute ta vérité aussi. Je mettrai bien évidemment le lien aussi vers ton site. Et puis, je recommande à tous les auditeurs, les auditrices de se procurer ton livre. Oui. C'est un super livre. Gaïa, mon amour. Gaïa, mon amour. Gaïa, mon amour. Manuel d'éveil éco-spirituel. Donc, c'est l'œuvre de ma vie. Et moi qui le connais bien, ce livre, je peux vous dire qu'il est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai pas encore ma copie de ce livre. Ah. Faut que je trouve ça. Donc, faut qu'on se voit un jour. Donc, le jour où on se verra. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Je veux ton empreinte. Ta copie dédicacée, ce sera encore mieux. Un immense merci, Vanessa. Et moi, personnellement, j'ai très hâte que tu nous recrées un espace en ligne sacré, comme tu sais si bien le faire. Partager et élever les consciences. C'est en plus mais sous ta bonne guidance, je vais apprendre à le faire sans attenter à mon intégrité. Exactement. Exactement. Au service de la vie en toi. Voilà. Donc, c'est pas encore maintenant. C'est pas encore tout de suite. Dernière question pour clôturer notre épisode. Qui aimerais-tu entendre dans le podcast Vérité? Eh ben, je pensais à ma comptable, justement. Émilie Jacquard, oui, qui a un super cabinet de comptable auquel elle sert les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elle a, justement, avec Émilie, pour parler des côtés pratico-pratiques de l'argent. Et puis, c'est aussi avec Émilie, en fait, elle m'a accompagnée dans, donc, la boîte Gaïa, c'est une société à mission. Donc, elle m'a accompagnée dans ce processus de passer en société à mission. Et elle-même, Émilie, elle est aussi société à mission. Donc, voilà, elle a et puis c'est une personne très spirituelle aussi. Et puis sur Terre. Avec grand plaisir. Je l'adore. Elle fait aussi partie de mon équipe de soutien. Oui, bah oui. Approchée de la mienne et de la boîte Gaïa, parce que sans Émilie, je pense qu'il y a plein de fois, j'aurais jeté l'éponge face à mes propres peurs autour de l'argent. Quand je voyais les résultats, je me disais, non, mais comment je vais faire là? Elle me dit, non, mais je sais que tu vas y arriver. Et oui. Et souviens-toi de ta décision et souviens-toi que tout ce qui se passe est à ce service-là. Tu lui enverras notre conversation. Avec grand plaisir de la connaître, de la rencontrer. Merci Vanessa. Je t'embrasse de tout mon cœur, de tout mon être. Et évidemment, on se retrouve très vite. Bah oui, pour la suite des aventures de la boîte Gaïa. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.